Bienvenue dans Le Monde selon l'IFRI, un podcast de l'Institut français des relations internationales. Je suis Marc Ecker, directeur adjoint de l'IFRI et rédacteur en chef de la revue Politique étrangère. L'objectif de ce podcast est de vous donner un aperçu de la richesse de la production de l'IFRI et de transmettre des clés de compréhension du monde dans lequel nous vivons. Pour cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Benjamin Pajot, qui est chercheur associé au Centre géopolitique des technologies à l'IFRI. Il a publié en mars une étude sur le solutionnisme technologique et fera paraître dans le prochain numéro de la revue Politique étrangère, qui sortira en juin, un article sur la gouvernance des enjeux numériques. Bonjour Benjamin. Bonjour, merci de votre invitation. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté de venir à ce micro. Pour commencer, pourriez-vous s'il vous plaît définir le solutionnisme technologique ? Quelles en sont par exemple les origines ? Alors vaste sujet puisque c'est un vocable qui recoupe diverses acceptions et tout un tas de termes à l'intérieur, mais j'entends par solutionnisme technologique la conviction que tout type de problème, tout type d'enjeu sociétal d'ampleur doit être et peut être résolu par la technologie. Et ça, c'est vraiment la définition la plus simple qu'on puisse en donner. Et qu'il existe une solution techno-entrepreneuriale à tout un tas de problématiques que nos sociétés peuvent rencontrer. C'est particulièrement vrai dans le champ climatique, et c'est souvent les exemples qui nous viennent le plus rapidement à l'esprit. Mais c'est vrai aussi dans le champ sécuritaire, dans le champ militaire, il y a différents types d'applicatifs. C'est moins une idéologie en réalité qu'une vision à caractère un petit peu dogmatique qui concerne un certain type de personnes qui évoluent dans ces milieux-là et qui vient très directement de la Silicon Valley. Mais pour ce qui est de son origine, c'est un terme qui est en vigueur depuis plusieurs décennies maintenant, mais qui a été popularisé par le chercheur Evgeny Morozov, chercheur d'origine biélorusse qui a travaillé aux États-Unis et notamment sur la Silicon Valley, qui a publié un ouvrage en 2013 pour tout résoudre, cliquez ici en français, et qui dénonçait très directement les pratiques des grandes entreprises de la Silicon Valley qui avaient tendance à non pas tenter d'apporter des solutions à des problèmes identifiés, mais d'apporter plutôt des réponses et de définir des problèmes ensuite auxquels ces solutions pourraient correspondre. Voilà pour ce qui était du cadre. Mais si on remonte un petit peu plus loin dans l'histoire, il me semble que c'est une notion qu'on peut déjà rattacher à celle des solutions technologiques ou des techno-fixes d'Alvin Weinberg dans les années 60, qui lui réfléchissait justement au substrat, au fait que la technologie pouvait apporter des réponses fondamentales à des phénomènes de société. Et c'était vraiment une question sur laquelle il avait commencé à travailler. Et ça s'est poursuivi au cours du temps et le concept est un petit peu revenu au devant de la scène parce que Evgeny Morozov l'a remis à jour, on va dire. Et Morozov, il est connu pour être techno-pessimiste ou techno-critique, hein. Alors, il est connu, moi je dirais plutôt technocritique parce que c'est quelqu'un qui, ne serait-ce que dans son métier même, utilise énormément la technologie, il suit très très bien ce secteur-là, il est assez friand finalement de tout ce qui se produit dans ce champ-là. Il a essayé beaucoup de choses, il a lui-même développé des outils technologiques avec ses équipes. Donc non, il a vraiment une approche critique des technologies précisément parce qu'il y a recours et qui fait partie de ses usagers quotidiens. Et après, il amène son point de vue, évidemment, de sociologue, du politique et des sciences humaines plus largement pour apporter une forme d'approche critique sur ces outils. Mais précisément, il me semble que c'est une approche... Après, on peut être d'accord ou pas avec les arguments qu'il déploie, mais que c'est une approche légitime dans le sens où on n'est pas face à quelqu'un qui refuse a priori de recourir à la technologie. Je crois que pour rendre cette conversation moins absconce, moins théorique, dès le départ, il serait utile de donner des exemples. Vous avez d'ailleurs dit dans votre réponse qu'il y avait des exemples, notamment dans le domaine climatique. Peut-être que vous pourriez en donner quelques-uns ? Oui, tout à fait. Donc à mon sens, aujourd'hui, le technosolutionnisme, il est incarné dans deux grands secteurs en particulier. Donc celui des questions climatiques d'un côté et puis des questions sécuritaires de l'autre. Dans le champ climatique, l'un des exemples qui revient le plus régulièrement, c'est celui de la géo-ingénierie solaire. Qu'est-ce qu'on entend par là ? C'est la volonté d'utiliser des technologies pour réfléchir le rayonnement solaire dans l'atmosphère afin d'exercer un contrôle sur le réchauffement climatique par le biais exclusif des températures. Et donc là où ça relève du solutionnisme, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on considère que ça relève du technosolutionnisme. C'est tout d'abord le fait qu'on prend un seul pan du problème,
c'est-à-dire à savoir la question de l'augmentation des températures, qui sont un seul pan évidemment du réchauffement climatique qui est multiple, multifactoriel et qui a des conséquences bien plus larges que cet aspect-là. Mais on prend ce pan-là du problème pour essayer de le traiter. Et ça fait partie justement du caractère un petit peu réductionniste du technosolutionnisme, cette capacité à chaque fois à prendre le problème par un seul bout de la lorgnette pour tenter d'apporter une réponse globale. Ensuite, c'est une tentative de réponse problématique parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun consensus scientifique réellement fondé. Et ça, c'est une autre caractéristique du technosolutionnisme. Ce qui relève du technosolutionnisme, c'est souvent des solutions qui ne sont pas assises sur des connaissances scientifiques suffisantes. Et c'est là qu'on distingue ce qui peut être de la recherche fondamentale, typiquement sur les technologies quantiques, sur lesquelles la physique, par exemple, a énormément travaillé, et des technologies comme la géo-ingénierie solaire, sur laquelle on n'a pas de consensus scientifiquement établi, notamment sur les effets que cela pourrait produire. Parce que concrètement, on balancerait des aérosols dans l'atmosphère pour réfléchir le rayonnement solaire, et on n'a aucune idée des conséquences à court et moyen terme, voire à long terme, que ça pourrait créer. On n'a aucune maîtrise de l'espace non plus dans lequel ça pourrait opérer, et donc il y aurait des retombées potentielles extrêmement préoccupante. Vous expliquez d'ailleurs dans votre étude que le Mexique a interdit ce type de technologie à la suite d'expérimentations conduites par une start-up. Peut-être que vous voulez en dire un peu plus, là ? Oui, tout à fait. Ça fait partie de ces éléments qu'on doit avoir à l'esprit quand on nous explique qu'il n'y a pas d'alternative et que la technologie est une affaire en marche et qu'on ne peut pas l'arrêter. En réalité, il y a quand même évidemment des États qui, aujourd'hui encore, dans le système international, disposent d'un certain pouvoir. Et donc le Mexique a été confronté à une tentative de la part d'une start-up américaine de déployer ces aérosols sans autorisation sur son territoire pour réaliser des tests. Et à la suite de quoi, évidemment, ça a créé une polémique et le Mexique a interdit tout déploiement qui ne relèverait pas, évidemment, des autorités compétentes. On est parti sur les questions climatiques, mais en réalité, vous montrez qu'il y a tout un pan du numérique qui est lié à ce sujet du technosolutionnisme. Vous parlez aussi des smart cities, par exemple, des smart grids. Enfin, en réalité, il y a tout un champ d'applications qu'on va développer tout au long de cet épisode. Dans votre étude, vous parlez des techno-libertariens et des techno-fascistes. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer qui sont ces techno-libertariens et ces techno-fascistes et comment définir leur doctrine ? Comment expliquer qu'une partie de la Silicon Valley se soit rapprochée de l'alt-right américaine ? Alors, pour moi, il y a une différence de degré entre les deux à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un tournant techno-libertarien dans la Silicon Valley et qui, quand on regarde notamment Elon Musk, mais ce n'est pas le seul, hein, on peut s'interroger effectivement du tournant fasciste que prennent certains de ces libertariens à l'heure actuelle. Donc, différence de degré plus que de nature et qui est vraiment là une lame de fond qui s'est imposée, notamment au regard de... parce qu'elle a accompagné la réélection de Donald Trump et que finalement, c'est aussi le zoom qu'on fait à l'heure actuelle, c'est aussi parce que c'est le groupe des vainqueurs qui aujourd'hui gravite autour du pouvoir américain. Peut-être que si l'élection avait donné un résultat différent, on n'aurait pas tout à fait la même analyse. Oui, je précise juste que le terme fasciste fait l'objet de débats entre historiens. Il y a encore eu une illustration récente dans Le Monde avec 2 historiens qui n'étaient pas d'accord sur l'application du terme fasciste à l'administration américaine. Bon, disons que là, vous l'employez dans le sens d'autoritarisme. Oui, et dans le sens vraiment des référents qui sont utilisés très directement par ces personnes-là. Hein. Je crois qu'il n'y a pas de doute sur le salut qui a été fait, le salut nazi qui a été fait par Musk. On peut considérer qu'effectivement, ça relève d'un habillage clownesque, etc. Moi, je pense que c'est des gens qu'il faut prendre très au sérieux parce qu'il y a un agenda de fond qui est en train de se mettre en place. Maintenant, je ne les mettrai pas tous dans le même sac. Il y a à la fois des arrivistes, et je pense aujourd'hui que des personnalités comme Mark Zuckerberg ou Jeff Bezos, qui se sont rangés du côté de Donald Trump et de la nouvelle administration, après avoir longtemps soutenu les démocrates et financé les campagnes démocrates, ça relève d'un arrivisme et du fait aussi qu'ils étaient directement mis sous pression nommément par Donald Trump. Maintenant, il reste à voir si au cours des prochaines années, ces éléments-là vont se radicaliser comme se sont radicalisés des éléments libertariens qui, eux, sont beaucoup plus convaincus sur le plan idéologique parce qu'ils ont produit de la doctrine. Et là, je pense notamment à Peter Thiel, qui est le plus connu d'entre eux, mais tout ce qu'on a appelé aussi la mafia PayPal, c'est-à-dire ces entrepreneurs qui étaient regroupés autour de la création de PayPal, donc cette solution de paiement en ligne, et qui regroupaient donc Peter Thiel, mais aussi Elon Musk, David Sacks, qui aujourd'hui est le référent au sein de la Maison-Blanche sur les questions de crypto-monnaie et d'intelligence artificielle.
mais encore Marc Andreessen ou Ben Horowitz, qui sont deux des plus grands financeurs de la Silicon Valley, parce qu'ils détiennent un fonds d'investissement extrêmement important, en termes de capital risque extrêmement important. Il y a encore d'autres personnalités comme ça qu'on pourrait énumérer. Et tout ça, voilà, ça c'est un cercle très cohérent de personnalités libertariennes qui s'appuient sur des écrits, pour le coup, traditionnels, d'Ayn Rand, de Léo Strauss ou Norbert Nozick, qui sont là vraiment des gens qui ont conceptualisé le libertarianisme. Mais je pense qu'il faudrait un peu expliquer ces doctrines, parce que je ne suis pas sûr que tous les auditeurs soient Oui, familiers des noms que vous venez d'évoquer. Donc, ce qu'on entendrait par techno-libertarianisme aujourd'hui, c'est vraiment la fusion de ces deux aspects-là. Et donc, c'est dans ces figures entrepreneuriales, la tentation, finalement, d'imposer un pouvoir technocratique qui est nourri de science-fiction à la fois, mais aussi matiné de théorie économique. Voilà, ils ont lu un certain nombre d'auteurs, mais qui, dans le fond, et c'est ça qu'il faut retenir à mon avis, est profondément antidémocratique. Parce que pour aller vite, ces gens-là souhaitent disposer d'une liberté totale, une liberté complète de l'individu et donc de l'entrepreneur. Un rôle face à elle s'oppose évidemment, l'État oppose certaines limites, et donc ils souhaitent faire disparaître ces limites-là, et que le marché prenne directement l'ensemble des pouvoirs à disposition de l'État. Et donc c'est aussi par ce biais-là qu'ils promeuvent une forme de succès individuel, parce que, appuyés sur leur expérience personnelle, très directement, un grand nombre d'entre eux ont réussi à fonder des grandes entreprises, mais par ce biais-là, en faisant de leur expérience personnelle un exemple à suivre, ils glissent doucement vers une forme de darwinisme social dans lequel la nation et les problématiques politiques devraient être confiées à une toute petite élite informée, éduquée et ayant fait les preuves, et c'est bien là ce qui les caractérise, ayant fait les preuves de sa supériorité. J'allais vous demander si ce n'était pas plus anti-étatiste que anti-démocratique, mais vous répondez en disant que non, parce qu'ils veulent confier le pouvoir à une élite. Oui, exactement. Et en réalité, il me semble qu'ils se servent de l'État pour le mettre à bas. En tout cas, ils essayent de mettre à bas tout ce qui relève de la régulation, tout ce qui relève des limites qui leur sont imposées. Mais en réalité, ces entreprises-là et ces acteurs-là ont bénéficié de subventions publiques comme personne. Et donc, il y a vraiment une alliance des contraires là qui se joue, et ils cherchent plutôt à mettre la mainmise, avoir la mainmise sur l'État plutôt qu'à s'en défaire de manière complète et entière. Ils ont bien compris que l'État pouvaient très directement servir leurs intérêts économiques et aujourd'hui politiques, parce que, il faut le rappeler, par exemple, Peter Thiel est le mentor de quelqu'un comme J.D. Vance, par exemple. Et ça compte beaucoup à l'heure actuelle. Donc ça, c'est plutôt pour les technolibertariens, mais on peut glisser du technolibertarianisme au technofascisme, où ce sont des sphères opposées, il y a un continuum, comment il faut voir ça ? C'est honnêtement une question compliquée, parce qu'on est effectivement dans de l'histoire immédiate, et vous l'avez dit, on est face à un terme qui fait polémique et qui est l'objet de débat. Je pense qu'il faut prendre les faits pour acquis, et aujourd'hui, Elon Musk ne cache absolument pas ni ses idées antisémites, ni son rapport extrêmement autoritaire et vertical au pouvoir. Voilà. Est-ce que ça relève amplement de tous les critères du fascisme, par exemple définis par Umberto Eco ? Voilà, là, il faut regarder dans le détail, mais ce qu'on tend à définir par cette approche-là, c'est vraiment le caractère inédit de ce qui est en train de se produire, et le fait qu'on est dans un temps de basculement aux États-Unis où les pouvoirs publics sont soumis à une espèce de stress test extrêmement fort, et qui doit quand même poser question au regard des libertés publiques qui sont en recul. Et elle est directement le fait de ces acteurs-là, pas uniquement évidemment, parce qu'il y a un arc néo-réactionnaire aujourd'hui qui est en vigueur aux États-Unis. Et là, je reprends le fil de votre question, c'est-à-dire comment est-ce que la Silicon Valley a basculé là-dedans. Il y a des idéologues convaincus qui sont ces techno-libertariens radicalisés, mais il y a également une alliance aujourd'hui objective avec d'autres courants de cet arc néo-réactionnaire, que peuvent être les mouvances évangélistes ou chrétiennes radicales, comme il y en a aux États-Unis, ou encore ces mouvances qui relèvent plus d'un populisme identitaire à la Tea Party, qui sont les héritiers de ce mouvement-là. Et aujourd'hui, ces trois familles idéologiques, si on devait aller un peu vite, se rejoignent auprès de cette administration, parce qu'elles y trouvent des opportunités à la fois économiques, mais aussi politiques. Et puis, un conservatisme en matière sociale aussi qui les réunit très directement autour de cette notion de la liberté d'expression, qui est une vraie bataille aux États-Unis, parce qu'il y a une conception très différente de celle qu'on a en Europe et particulièrement en France. Et donc un rejet aussi des mouvements progressistes qui ont caractérisé l'évolution des États-Unis au cours des 20 ou 30 dernières années.
Et je pense qu'il faut y ajouter aussi une forme de divorce avec, en tout cas du secteur technologique, avec les démocrates, qui petit à petit, même si c'est encore loin d'être pleinement effectif, hein, ont mis le secteur sous pression avec des autorités de régulation qui se sont intéressées de plus en plus près aux politiques de monopole qui ont été développées par les géants Meta, Amazon, Google et autres, et qui du coup voient aussi, tentent de jouer leur jeu au milieu de tout ça, et sont prêts à lâcher les démocrates dès que l'occasion s'est présentée. Se sont avérés prêts en tout cas à lâcher les démocrates dès que l'occasion s'est présentée. Si je ne m'abuse, c'est pas tout à fait mon domaine d'expertise, mais il y a encore actuellement des démarches entreprises pour tenter de faire face à un possible monopole de Meta. Oui, donc ça bien ne sûr. s'est pas arrêté du jour au lendemain. Non, avec l'arrivée d'une nouvelle ça s'est administration. pas arrêté, mais il est réel que les pouvoirs qui étaient conférés notamment aux autorités de régulation américaines là, sont en train de reculer, et que les personnalités qui avaient été nommées pour précisément lancer des enquêtes ont été évincées. Donc les enquêtes en cours continuent et il va y avoir des procès. Maintenant, il y a fort à parier quand même que, sauf cas de revirement de la part de Trump, et on n'est absolument pas à l'abri évidemment de ce cas de figure, que l'influence combinée du secteur technologique auprès de lui réduise les pressions quand même qui s'exercent aujourd'hui à l'encontre du secteur. Vous montrez dans votre étude que le solutionnisme technologique infuse donc de plus en plus les politiques publiques, que ce soit dans les États autoritaires ou dans les régimes démocratiques. Alors qu'est-ce que vous appelez l'État solutionniste et quelles peuvent être ses dérives? Alors pour le coup, c'est une appellation qui vient très directement des travaux de Yevgeny Morozov, et moi je n'adhère pas complètement à cette notion-là, au sens où pour moi on n'est pas encore au stade qu'il lui décrit, mais en gros l'État solutionniste désigne le stade de pénétration avancée dans lequel des États, en tout cas la puissance publique, est au service du technosolutionnisme, soit parce que cette vision a pénétré en profondeur les structures étatiques, soit parce que le secteur technologique justement a fait main basse sur l'ensemble des pouvoirs qui sont, on va dire, à l'ossature de la structure étatique. Je ne pense pas qu'on en soit encore là, mais il est vrai que quand on regarde la situation aux États-Unis et la façon dont, par exemple, Elon Musk, à la tête du Doge, a pu disposer d'une latitude pleine et entière pour imposer un programme de réduction des effectifs et une véritable croisade politique contre ses adversaires, prête quand même un petit peu à question. Dans sa version la plus immédiate, il me semble que c'est d'abord dire que l'État a été mis au service du secteur technologique parce que la dérégulation a favorisé ces acteurs, et qui ont tendance à privatiser une partie de ce qui relevait à l'origine des services publics. Vous avez aujourd'hui de plus en plus de ces grands acteurs technologiques qui proposent des services de santé, qui proposent des services d'éducation, qui proposent des services de transport, qui proposent même l'essentiel aujourd'hui de la circulation des flux de données est assuré par le biais des câbles sous-marins qu'ils possèdent par ces acteurs-là. En tout cas, on va dire qu'ils ont un droit de regard sur ces infrastructures. Et donc, à mon sens, ça doit nous interroger là encore sur le pouvoir qu'on leur abandonne en tant que citoyens au sein d'une collectivité, ou en tout cas du pouvoir qu'on est prêt à leur déléguer. Là, c'est un peu l'inverse de l'État solutionniste, c'est-à-dire que c'est l'État qui délègue un certain nombre de choses, volontairement ou involontairement, à des acteurs privés. Et alors l'État solutionniste, c'est l'État qui se rend compte de ce phénomène et qui essaye de reprendre la main? Oui, alors, et surtout, ça peut avoir une traduction plus complexe et peut-être plus inquiétante que ça, c'est-à-dire c'est un État qui, conscient de ses faiblesses, est remis potentiellement de plus en plus en cause par sa population, parce que face à la déliquescence des services publics, il peut y avoir une forme de contestation populaire. Il y a une tentative dans ce cas-là qui peut s'imposer au sommet de l'État, qui est celle du tour de vis sécuritaire. Et c'est là que la technologie revient encore une fois dans le jeu. Il me semble qu'on peut observer au cours des 15 dernières années un tournant sécuritaire qui a été pris pas seulement par les régimes autoritaires, jusqu'au sein de nos démocraties, et à l'appui de technologies. Je pense notamment aux questions de surveillance algorithmique, mais également à la gestion, par exemple, qui a été celle de bon nombre de pays d'Europe durant la crise Covid, où on a eu recours à la technologie pour imposer des restrictions des libertés publiques. Et aujourd'hui, tout ça fait qu'il y a une forme d'acculturation à des solutions sécuritaires qui, demain,
si le pouvoir devait échouer entre des mains moins bien intentionnées, eh bien, pourrait nous plonger dans une forme de déni démocratique et dans un basculement vers un État solutionniste en tant que tel. Mais encore une fois, l'exemple américain est un cas particulier. Je ne crois pas que ce soit très directement ce qui nous menace encore à l'heure actuelle en Europe, à quelques exceptions qu'il faudrait pouvoir définir. Oui, l'exemple du Covid est évidemment particulièrement sensible parce qu'il y a eu tout un tas de théories du complot également autour de l'utilisation de ces technologies. C'est évidemment pas le sens de votre étude, ni même le sens des critiques d'Evgeny Morozov, qui a une expression que je cite de tête qui est marquante et qui pourrait laisser penser que c'est ça, mais en réalité, il ne va pas dans cette dérive-là. Il explique que le Covid a été pour l'État techno-solutionniste l'équivalent du 11 septembre pour l'État sécuritaire. Voilà. C'est une manière un peu caricaturale Oui, de oui. présenter les choses. C'est rappeler ce qu'a été le Patriot Act aux États-Unis et en fait les conséquences que ça a pu avoir dans la vie des Américains au jour le jour face à une dérive sécuritaire qui ensuite s'est traduite en acte, c'est-à-dire c'est figé dans la loi. Et on a ce débat-là en France, les cas d'exception qui ont été décidés par exemple pour la vidéosurveillance algorithmique lors des JO. Il était question de prolonger cette expérience, même si les résultats sont aujourd'hui extrêmement contestés. Les résultats quant à l'efficacité du recours à ces technologies sont contestés. Et puis, il semblerait que le prolongement de cette expérience soit pour l'instant avorté. Oui, le Conseil constitutionnel, me semble-t-il, s'est prononcé. Mais c'est remonté effectivement jusqu'au Conseil constitutionnel, signe qu'il y a effectivement des débats extrêmement intenses sur ces questions. J'ai été interpellé par un passage de votre étude où vous parlez des règles mises en place par l'Union européenne, en particulier l'AI Act, qui encadre l'utilisation de l'intelligence artificielle. Vous écrivez que les expériences de crédit social sont interdites, mais que des initiatives existent néanmoins dans certains États membres. Alors, pourriez-vous expliquer à nos auditeurs ce qu'est le crédit social et donner des exemples d'expérimentations conduites en Europe? On pense évidemment tout de suite à la Chine quand on dit crédit social. Bien sûr, parce que c'est là que le système est le plus efficient et aujourd'hui le plus large. Mais une fois n'est pas coutume, c'est encore une pratique qui nous vient des États-Unis où on a l'habitude de noter par un score de dangerosité ou d'aversion au risque, en tout cas, une grande partie des citoyens américains, notamment dans le secteur bancaire. Ce qui permet de faciliter ou au contraire d'écarter de l'accès à des prêts immobiliers ou à des facilités bancaires en fonction de votre situation sociale, de statistiques techniques qui sont autorisées aux États-Unis, etc. Enfin, de tout un tas de critères à la fois juridiques et moraux. Ça, c'est ce qui vient des États-Unis. Et ensuite, la Chine a repris une partie de ce fonctionnement-là pour des questions d'efficience organisationnelle, mais aussi de contrôle social. Et donc, il y a deux versants au contrôle social chinois, appuyés, donc, encore une fois, sur la collecte de ces données et leur traitement algorithmique par les autorités. C'est comme ça que ça fonctionne. Et comme je disais, il y a deux versions. Une version un petit peu soft où finalement, on va rémunérer les citoyens, en tout cas les récompenser par une forme donc, en anglais de credit scoring. Donc, on vous attribue un score de citoyenneté en fonction des actions que vous allez réaliser et qui s'avère être utile à l'élaboration d'un civisme ambiant dans une zone considérée. Mais ça peut aller dans une version beaucoup plus coercitive jusqu'à vous priver de déplacement, vous rendre interdit bancaire, etc. Parce que la Chine a une vision qui, par moment, évidemment, rejoint très directement les préoccupations autoritaires du PCC. Et il y a aussi une forme de zèle de la part des autorités locales à appliquer le crédit social dans cette direction-là. Donc il y a toujours ces deux versants-là qui sont un petit peu présents quand on parle de crédit social. Et pour ce qui concerne l'Europe, évidemment, donc les AI Act encadrent assez fermement, en tout cas si on en croit la façon dont c'est posé dans les textes, encore qu'il y a un régime d'exception qui est à l'œuvre et qui pourrait laisser la place à une interprétation, justement. Ça fait partie des débats en cours. Mais il y a eu des expérimentations qui ont été menées, notamment en Italie, à Rome et à Bologne. Là, dans une version incitative, c'est-à-dire que les citoyens étaient récompensés pour trier leurs déchets, utiliser les transports publics, gérer correctement leur consommation d'énergie, ne pas prendre d'amende, etc. Donc on est de l'ordre, encore une fois, de ce versant incitatif et on pourrait dire soft du crédit social et
qui reste de l'ordre, pour l'instant, de l'expérimentation. Et ça a été suffisamment marquant pour accélérer les débats, notamment au niveau européen, sur cette question. Et puis, il y a un autre exemple dans le système carcéral hongrois, où le crédit social a pu être expérimenté pour la gestion courante, entre guillemets, des prisonniers et de leur rapport à l'autorité locale. Vous remettez en cause le concept de double transition dans votre étude. Ce concept de double transition postule un lien entre la transition numérique et la transition écologique. Pourquoi ce concept vous semble-t-il problématique ? À plusieurs titres. D'abord, ce qu'il faut rappeler, c'est que la double transition, elle est au cœur du pacte vert européen, donc ce texte qui tente d'apporter des réponses à la crise climatique de manière collective au niveau européen. Parce que ce qui me semble problématique là-dedans, c'est qu'on forge une espèce de communauté de destin entre deux transitions qui me semblent relativement distinctes. D'une part, la transition écologique, plus que jamais nécessaire. On peut rappeler qu'on vient de connaître l'année la plus chaude de l'histoire et que c'est le continent européen qui se réchauffe le plus vite. Qu'on est face à honnêtement une crise d'ampleur absolument historique. Mais face à ce constat-là, on a aussi une transition numérique qui est importante, mais qui ne doit pas laisser croire que les deux doivent aller de pair et doivent être recouplés. Parce que dans ce cas-là, c'est imaginer qu'on arrivera à découpler d'un côté les émissions de CO2 d'une logique de croissance. Alors, il y a des débats à ce sujet, mais l'ensemble des calculs qui sont aujourd'hui faits montrent que la transition numérique crée des effets rebonds qui aggravent la transition écologique. Et donc, laisser croire qu'une double transition s'opérerait un petit peu comme par magie parce qu'on arriverait à promouvoir cette transition numérique qui d'elle-même entraînerait une transition écologique par réduction de la consommation énergétique à tout un tas d'endroits, ce qui est il y a des effets réels de ce côté-là, évidemment, mais ça suppose quand même, pour qu'on puisse en arriver là, de prioriser les usages. Et c'est absolument pas ce qui est fait aujourd'hui. Il n'y a qu'à regarder l'impact de l'intelligence artificielle générative pour se convaincre du gouffre dans lequel on est en train de s'enfoncer. Et il me semble, à ce titre, qu'il faut aussi regarder ce que sont devenus les objectifs de neutralité carbone des grandes entreprises de la tech américaine. Elles nous avaient promis une neutralité carbone pour certains en 2030, d'autres en 2050. Et aujourd'hui, on voit que leurs émissions sont reparties très très fortement à la hausse, du fait précisément de leur transition numérique engagée, notamment vers l'intelligence artificielle générative, mais pas seulement. Donc il y a une espèce de vœu pieux comme ça qui court, selon lequel, parce qu'on s'engagerait pleinement dans une transition numérique, on parviendrait à engager une transition écologique. Et aujourd'hui, je crois qu'il faut pouvoir évidemment s'appuyer sur le numérique pour accélérer la transition écologique, mais il faut pouvoir profondément décorréler les deux parce qu'on n'est pas dans une logique d'équivalence ou de compensation mécanique. Oui, parce que pour être tout à fait clair, vous ne niez pas évidemment que le numérique peut aider. Absolument pas. Que l'intelligence artificielle peut permettre de réduire la consommation électrique, d'optimiser un certain nombre d'utilisations, mais vous montrez que ce n'est pas parce qu'on fait ça d'un côté qu'il ne faut pas s'attaquer à d'autres problèmes très sérieux qui ne sont pas liés à la transition numérique, mais qui touchent véritablement à la question de la transition écologique. Et puis surtout, c'est pas pour ça qu'il faut nier les impacts qui sont énormes sur le plan écologique du secteur numérique et qui sont en constante augmentation. Si vous prenez l'ensemble de la chaîne, depuis l'extractivisme des métaux précieux qui servent à fabriquer tout un tas de technologies numériques, jusqu'au recyclage des déchets qui aujourd'hui est extrêmement déficient et qui, soit dit en passant, sont traités dans les pays du Sud et absolument pas dans nos pays où sont conçues ces technologies, vous vous rendez compte que le numérique est un secteur avec un impact écologique extrêmement fort. Et donc moi, ce que j'invite à faire, plutôt que je ne cherche pas à tout mettre dans un pot pourri, c'est bien plutôt de reconsidérer les usages, notamment sur le plan du recours à l'intelligence artificielle générative, c'est-à-dire de prioriser des usages qui vont dans le sens de l'intérêt général et qui sont très directement aussi à mettre au service de cette transition écologique dont on a tant besoin. La dernière partie de votre étude invite à sortir du réflexe technosolutionniste, c'est une citation. Quelles sont les pistes que vous suggérez d'explorer et que répondez-vous à ceux qui pourraient vous reprocher de vous opposer à la marche du progrès ? Parce qu'on a quand même un petit peu cette impression quand on vous écoute. Oui. Un peu moins quand on vous lit, je dois dire.
Non, je ne crois pas que je m'oppose à la marche du progrès. Mon but est précisément d'inviter à redéfinir les contours de ce progrès-là et d'interroger collectivement ce qui aujourd'hui nous est dicté, on l'a vu, par une minorité d'acteurs face à une collectivité qui, encore une fois, fait face à des enjeux qui sont planétaires. Et donc, pour moi, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'axer la réflexion du côté des usages, de repartir vraiment des besoins fondamentaux et des besoins collectifs de nos sociétés pour ensuite définir la politique technologique qu'on veut mettre en place. Et pas de l'inverse, c'est-à-dire vendre des produits qui devraient ensuite nous inciter à se ranger dans un camp ou dans l'autre parce qu'on adhérerait à tel type de solution ou au contraire on s'y opposerait. Et donc, à mon sens, il faut vraiment repartir de ces besoins. Et il ne s'agit pas de refuser en bloc le recours à la technologie, mais de réorienter un petit peu ce techno-optimisme qui peut produire de très bonnes choses et qui bien souvent aboutit à des solutions techniques tout à fait viables. Mais encore une fois, quand on parle de technosolutionnisme, on ne parle pas toujours de faits scientifiques. Et c'est vraiment en revenir à ce qui fonctionne, à ce qui a été démontré, et à ce qui peut apporter des solutions sur le terrain. Et donc, bon, je prends évidemment des exemples très bateaux dans l'étude, mais du côté des énergies renouvelables, on a de la technologie qui fonctionne. Du côté des batteries au lithium sur lesquelles la Chine a une avance considérable, on a aussi de la technologie qui fonctionne. Donc, moi, j'appelle à réinvestir plutôt dans des secteurs qui ont fait la démonstration de leur utilité publique, mais on peut déployer un ensemble en tout cas, tenter d'esquisser une méthode pour répondre à cette logique un petit peu de there is no alternative qu'on nous oppose quand on écoute les discours technosolutionnistes. Et donc, si on repart de ces usages, évidemment, ça nous amène à redéfinir des priorités en fonction de nos besoins et à faire converger les approches aussi bien low-tech que high-tech, à promouvoir une innovation qui aille dans le sens, évidemment, d'une forme de sobriété quand il y en a besoin, et puis d'accélération sur des technologies qui demanderaient des investissements plus lourds. Mais je crois que tout ça exige fondamentalement un retour de la puissance publique qui, à mon sens, et je ne suis pas le seul à le dire, sur les questions technologiques, est soit très peu informée, soit totalement désintéressée. Et ça aboutit à des décisions, comme on peut le voir aujourd'hui aux États-Unis, avec des centaines de milliards d'investissements qui sont réalisés dans l'intelligence artificielle générative, dont on peine encore à voir des applicatifs réellement utiles à la collectivité. Et je ne dis pas ça par hostilité à cette technologie, je dis ça en tant qu'observateur de ce qu'elle produit et précisément, je pense qu'on pourrait en réorienter le cours à partir de ces applicatifs beaucoup plus concrets dans la santé, dans les transports, dans le secteur de l'énergie, parce que c'est là qu'il y a des gains d'efficience majeurs à aller chercher, mais malheureusement, ce n'est pas là où on investit le plus d'argent à l'heure actuelle. Bon, voilà. Une fois qu'on a dit ça, tout ça suppose aussi que la gouvernance internationale de ces enjeux-là soit refondée. Et parce qu'aujourd'hui, on fait face à des difficultés qui ne sont pas seulement à l'échelle nationale ou européenne. On est dans un monde globalisé, malgré le retour de la compétition féroce entre les États. Et évidemment, il y a beaucoup d'étapes à franchir avant d'aller vers une sortie du technosolutionnisme, comme je l'appelle de mes voeux. Mais voilà, il y a plein d'étapes qui peuvent être posées à l'échelle individuelle. Ça suppose aussi, par exemple, de reprendre le contrôle, évidemment, sur nos données, sur ce qu'on produit et sur nos besoins individuels. Est-ce qu'on a réellement besoin, par exemple, de recourir à l'IA générative pour faire une requête qu'on avait l'habitude de faire sur un moteur de recherche? Quel est le gain réel, d'autant plus quand on sait que l'IA a une approche statistique de l'information et ne produit pas du vrai, elle produit du probable. Et tout ça, c'est ce qu'il faut avoir comme arrière-plan mental quand on a recours à la technologie. Et si on ne se pose pas ces questions-là, on devient prisonnier précisément des produits qu'on nous a imposés sur un marché. Et j'appelle vraiment de mes voeux, pour le coup, une prise de conscience collective, mais aussi individuelle sur ces enjeux-là, parce qu'il me semble que la technologie est un bien public dont on doit se réemparer à l'échelle individuelle comme collective. Benjamin Pajot, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Chers auditeurs, je vous recommande de lire son étude sur le solutionnisme technologique. Ce n'est pas un manifeste technopolitique. Prenez le temps de lire cette étude qui est un peu longue et la présenter en une demi-heure comme ça dans une conversation.
Ça amène forcément à faire quelques raccourcis par moment. Donc vraiment, allez sur le site de l'IFRI et lisez cette étude. Et puis par ailleurs, je vous rappelle que Benjamin Pajot publiera dans le numéro de juin de la revue Politique étrangère un article sur la gouvernance des enjeux numériques. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette revue. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode et je vous invite à suivre l'Institut français des relations internationales sur les réseaux sociaux. À bientôt pour un prochain épisode.